Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les espaces vectoriels. Je vais vous donner un cours sur les espaces vectoriels, cette structure algébrique très intéressante qui est fondamentale en algèbre, qui va nous permettre de mettre les fondamentaux de tout un univers, de toute une partie, de toute une sphère d'algèbre qui est très intéressante. Donc je vais commencer une série de vidéos en algèbre et notamment sur les espaces vectoriels après avoir publié des vidéos sur les structures algébriques classiques, notamment les magmas, les groupes, les anneaux, les corps, les applications linéaires dans ces structures-là. Je vais entamer toute une série de vidéos, et c'est la première vidéo de cette série, sur les espaces vectoriels, les sous-espaces vectoriels, les applications linéaires sur les espaces vectoriels, les sommes d'espaces vectoriels, etc. Donc tout cet univers d'espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels va être développé sur cette chaîne à travers une série de vidéos. Et la première vidéo, ça va être une vidéo de cours pour expliquer, pour développer cette notion à travers des définitions, des propriétés, des démonstrations de ces propriétés, des théorèmes également. Les amis, si vous appréciez ce style de vidéo, si vous appréciez le travail qui est fourni sur cette chaîne, si vous appréciez ma façon d'expliquer, ma pédagogie, mes exemples, mes explications, tout simplement, n'hésitez pas à regarder la vidéo tout en étant abonné, à activer la cloche également. Ça vous permettra d'être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Ça vous permettra aussi de participer à cette chaîne, de simplement lui donner l'opportunité de gagner en visibilité sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas aussi à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com, c'est mon adresse mail. Si vous êtes intéressé par un cours particulier individuel ou collectif ou un cours de remise à niveau, quelquefois j'organise également des webinaires pour les élèves de ma communauté, donc n'hésitez surtout pas à me dire par mail si ça vous intéresse. Vous pouvez également souscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description de cette vidéo, à rejoindre mon canal également Telegram, vous trouverez également le lien en description. Et donc on va commencer cette partie sur les espaces vectoriels. Alors les amis, structure d'espace vectoriel. Structure d'espace vectoriel. On va parler de structure d'espace vectoriel. Donc, dans tout ce qui suit, quand je vais dire K, quand je vais parler d'un corps K, ça va être soit R, soit C. Donc, voilà. Donc, on va voir avec K espace vectoriel, c'est-à-dire on est sur un corps qui est soit le corps des nombres réels, soit le corps des nombres complexes. Et donc, la première chose qu'on va voir, ce sont les espaces vectoriels et applications et combinaisons linéaires. Et combinaisons linéaires. Qu'est-ce qu'on appelle espace vectoriel et que sont les combinaisons linéaires? Donc on va commencer par une définition donc d'espace vectoriel. Définition. Alors, on appelle K espace vectoriel ou espace vectoriel sur K, ou bien espace vectoriel sur K, tout triplé E plus fois. Donc, on a un triplet, un ensemble, E. On a une loi de composition interne additive et on a une loi multiplicative qui est une loi de composition externe. Donc, vérifions les propriétés suivantes. Les propriétés suivantes. Donc, la première propriété, c'est l'ensemble E muni de la loi plus est un groupe commutatif. Dont l'élément neutre est noté 0E. Donc ça, c'est l'élément neutre sur ce groupe commutatif. Donc je vous renvoie
ma vidéo qui est publiée sur cette chaîne, justement, sur les groupes. Donc, vous avez ce qu'on appelle un groupe commutatif ou un groupe abélien. Donc, d'éléments neutres 0E ou 0, on peut appeler également 0, qu'on appelle vecteur nul. Donc, on est dans un espace vectoriel. Les éléments de l'espace vectoriel sont appelés des vecteurs nul. Et l'élément neutre pour l'addition est appelé vecteur nul. Très bien. Vecteur nul de E. Ensuite, la loi de composition interne fois est une application, en fait, c'est une application de K croix E, du produit cartésien K croix E, dans E, donc à partir d'un élément lambda de K, lambda appartenant à K, et d'un élément X de E. D'accord? C'est pour ça qu'on a cette application qui part d'un produit cartésien. Ça veut dire qu'elle s'applique à un couple lambda X, tel que lambda appartient à K, au corps K, et X appartient au corps E. Et voilà, donc qui donne ou qui fournit, qui engendre, qui génère un élément. Donc cette application, cet élément, elle génère un élément de E, qui va appartenir à E, puisque elle va de K fois E dans E. Donc ça a pour image un élément de E, noté lambda.x. Lambda.x, ou lambda fois x, puisque cette loi est une loi multiplicative, ou simplement, puisque comme la multiplication, vous pouvez simplement écrire lambda x. Donc, cette application, par définition, cette application doit satisfaire, cette application point, doit satisfaire, donc, pour que ce soit un espace vectoriel, cette application doit satisfaire les propriétés suivantes. Les propriétés suivantes. Quelles sont ces propriétés? Alors, la première propriété que cette application doit satisfaire, c'est que quel que soit x appartenant à E, 1 fois x, donc le 1, évidemment, c'est le 1 dans le corps K qui est R ou C, 1 fois x est égal à x. Donc si j'applique cette application point à 1 et à n'importe quel nombre appartenant, n'importe quel vecteur appartenant à E, j'obtiens 1 fois x égale x. Pour tout x, y appartenant à E, et pour tout lambda appartenant à K, si vous faites lambda point x plus y, vous devez obtenir la même chose que lambda x plus lambda y. Donc je dois pouvoir distribuer ce lambda avec cette loi point sur toute somme de vecteurs x, y. Ensuite, sur tout couple d'éléments x, y appartenant à E. Ensuite, vous avez la condition suivante, quel que soit x appartenant à E, et quel que soit lambda mu appartenant à K, de scalaire, en fait les éléments de E, on va les appeler les vecteurs. Par la suite, les éléments du corps K, on va les appeler les scalaires. Et bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir lambda point mu. Alors, plutôt, on va d'abord voir la partie additive. Donc, si vous faites lambda plus mu point x est égal à lambda point x plus mu point x.
La distributivité fonctionne également, cette fois-ci de x sur des éléments de k, du corps k. Et puis ensuite, si vous prenez quel que soit x appartenant à E, quel que soit un vecteur x, et quel que soit deux éléments lambda et mu appartenant à k, de scalaires, si vous faites lambda.mu.x entre parenthèses, cela vous donne lambda mu, vous pouvez les multiplier entre eux et multiplier par la suite par x. C'est-à-dire que l'ordre ne compte pas ici quand il s'agit de cette application point. Voilà, donc, comme je l'ai dit oralement, les éléments de l'ensemble E, les éléments d'un espace vectoriel, je vais l'écrire comme ça, un espace vectoriel E, sont appelés vecteurs. Donc, pourquoi on les appelle vecteurs? Parce qu'en fait, en réalité, ça se comporte comme des vecteurs. Ce sont les mêmes règles que les vecteurs qu'on va voir dans le plan ou dans l'espace. C'est la même chose. Donc, voilà. Donc, la loi point est appelée loi externe. Voilà. Très bien. Donc, loi externe, on peut l'appeler loi multiplicative. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Les éléments de K, pour différencier les vecteurs, les éléments de K sont appelés, on appelle quelquefois, scalaires. Ce sont des scalaires. Voilà, des scalaires, ce sont les éléments du corps K. Par exemple, lambda et mu tout à l'heure, je les ai appelés scalaires. Voilà, comme je l'ai dit également, comme autre remarque, on peut appeler les lois, la loi plus est appelée addition, ou loi d'addition, d'accord? Et la loi point est appelée multiplication, d'accord? Et la loi point est appelée multiplication. Voilà donc la structure d'un espace vectoriel. Donc, il faut que vous ayez E+, un groupe commutatif dont l'élément neutre est noté 0, 0E. Il faut que vous ayez point, qui est une application de K croix E, c'est-à-dire le produit cartésien d'un ensemble corps K, R ou C, et de E, qui est l'espace vectoriel ici. Les éléments de E sont appelés vecteurs, les éléments de K sont appelés scalaires. Il faut que cette loi externe vérifie 1 fois x, 1 point x égale x, pour tout xy de E, lambda.x plus y, ça fait lambda.x plus lambda.y. Et puis pour tout x vecteur de E et tout couple de scalaires, si vous faites l'addition lambda plus mu point x composé à x, ça vous donne lambda composé à x plus mu composé à x. Si vous avez également deux nombres lambda et mu, deux scalaires de k et pour tout vecteur x, vous avez lambda.mu.x c'est égal lambda.mu fois mu point x. Voilà, alors on a introduit cette notion de structure d'espace vectoriel qui n'est pas, qui est un peu monstrueuse, c'est une notion un peu barbare, mais c'est simplement parce que les mathématiciens se sont rendus compte que cette notion était partout présente en mathématiques, non seulement pour décrire algébriquement une réalité géométrique qu'on a l'habitude de manipuler, notamment dans la géométrie, les vecteurs, etc., mais aussi pour aller étendre cette notion, essayer de trouver des choses intéressantes d'un point de vue théorique, à étudier des espaces vectoriels, notamment pour imaginer par exemple des espaces vectoriels qui seraient, dont la dimension serait supérieure à 3 ou 4. On va parler de dimension par la suite, on ne va pas arrêter les étapes, mais sachez que c'est une théorisation d'une notion qui est assez intuitive. Voilà, donc ensuite on va voir un théorème. Alors, les règles de calcul dans un espace vectoriel. On va considérer E, un K espace vectoriel,
soit E un K espace vectoriel. Alors, premier point, pour tout X, quel que soit X appartenant à E, quel que soit un vecteur de E, quel que soit lambda appartenant à K, vous avez lambda fois X est égal à 0E. D'accord? Donc si vous avez la composition de lambda.x égale à 0E, c'est équivalent à dire que soit lambda est égal à 0, ou bien x est égal à 0E. D'accord? À l'élément neutre en termes d'addition dans l'espace vectoriel. C'est le produit nul. Si vous avez un produit qui est nul entre un scalaire et un vecteur, c'est que soit le scalaire est nul, soit le vecteur est un vecteur nul. Deuxième propriété, quel que soit x appartenant à E, on a moins x égale à moins 1 composé à x. D'accord? Ou moins x, alors c'est quoi moins x? Moins x évidemment, c'est l'opposé de x et l'opposé de x, c'est l'opposé de x dans E. Alors souvenez-vous, E muni de la loi plus est un groupe commutatif, donc l'opposé c'est l'élément inverse tout simplement dans un groupe additif. Ici, moins x c'est l'opposé de x dans E selon la loi plus. Et moins 1 évidemment, l'opposé de 1, ça facile, c'est évident, l'opposé de 1 dans K, dans le corps K qui est R ou C encore une fois. Voilà, donc c'est assez simple en réalité, c'est un théorème qui est assez simple, c'est intuitif. La démonstration l'est aussi. Pour la première équivalence ici, à savoir que quand on a un produit nul d'un scalaire et d'un vecteur, cela signifie que soit le scalaire est nul, soit le vecteur est un vecteur nul. C'est assez simple en réalité, donc si on considère x un vecteur et lambda un scalaire qui appartient à K, donc on a 0x égale à quoi? 0 plus 0 fois x en réalité, ce qui est égal à 0.x plus 0.x, d'accord? Donc si vous faites une simplification dans le groupe E+, après simplification dans le groupe E muni de la loi plus, puisque c'est un groupe, étant donné que E est un espace vectoriel, si vous faites la simplification, puisqu'on peut faire la simplification dans un groupe, donc on va faire, ici on va enlever 0.x de chaque côté, qu'est-ce qu'on obtient? 0.x est égal à 0e, tout simplement l'élément neutre pour l'addition. Réciproquement, si on a lambda égale à 0 ou x égale à 0, ben, c'est assez simple en réalité. Donc ça c'est pour un élément de E. En plus vous pouvez avoir, si lambda, donc par ailleurs, si vous faites lambda point 0e, vous composez lambda 0e, c'est quoi? C'est lambda point 0e plus 0e. Donc, qu'est-ce que vous avez? Ça nous donne lambda.0e plus lambda.0e. Et donc là, encore une fois, par simplification, après simplification, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient lambda fois 0e égale à 0. Donc en réalité, si vous avez donc 0.x est égal à 0, d'accord? Si le scalaire est nul, si maintenant vous avez un scalaire qui est non nul, mais avec un vecteur nul, ça vous donne également 0, d'accord? Et réciproquement, donc si vous avez lambda.xe égale à 0, 0e, enfin xe, fois x égale à 0e, comment est-ce qu'on peut déduire que soit lambda égale à 0, soit x égale au vecteur nul? Donc, si lambda, évidemment, ici,
on va prendre le cas lambda différent de 0. Comment est-ce qu'on peut déduire que x est égal à 0e? Bah, c'est simple. Lambda, donc vous avez x est égal à 1.x, qui est égal à 1 sur lambda fois lambda, puisque 1, c'est un élément, c'est le 1 de R ou de C en fait, donc qui est égal à 1 sur lambda fois x. Et donc ici, qu'est-ce que vous pouvez avoir? On peut avoir, par conséquent, on peut déplacer la loi de composition. J'écris 1 sur lambda, point entre parenthèses lambda.x. Et donc, ça, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous donne 1 sur lambda fois 0e, d'accord? 1 sur lambda fois 0e, qui est égal à 0e. Voilà. Donc, si lambda x égale à 0e, avec lambda différent de 0, c'est que forcément x est égal à 0e. C'est ce qu'on vient de démontrer. Voilà, donc on a tout démontré, on a démontré tout ce qu'il fallait faire ici dans la première question. Donc, à savoir d'abord si lambda x fois 0, lambda fois x égale à 0e, avec lambda différent de 0, c'est que forcément x égale à 0e. Si lambda fois x est égal à 0e et si x est différent du vecteur nul, c'est que lambda est égal à 0. On a procédé également par la démonstration que 0 fois x, 0, un élément de k fois un vecteur x, ça donne 0e. Et on a également démontré que lambda fois 0e, si vous multipliez n'importe quel scalaire, non nul ou nul d'ailleurs, par un vecteur nul, ça va vous donner le vecteur nul. Donc on a démontré toutes les parties ici. Maintenant, le deuxième point, qui était également un point qui paraît évident, c'est-à-dire que moins x, c'est moins 1 fois x, avec moins x, l'opposé de x au sens de l'addition dans le groupe commutatif E+, c'est assez simple. Pour tout x appartenant à E, en réalité, comme on peut le démontrer, si vous avez x, vous écrivez x plus moins 1 fois x égale à quoi? Eh bien, ça, c'est égal à 1 fois x, n'est-ce pas? Parce que x, c'est 1 fois x, plus moins 1 fois x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Puisqu'on a écrit comme ça, on peut factoriser, parce que la distributivité de la loi dans la définition de l'espace vectoriel nous permet de factoriser. Si je factorise, qu'est-ce que j'écris? 1 moins 1 fois x. Et donc ça nous donne 0 fois x. Et comme on a démontré au point précédent que 0 fois x est égal à 0e, donc vous avez bien x plus moins 1 x qui est égal à 0e. Et ça signifie quoi? Si vous additionnez, vous appliquez la loi plus à deux éléments, et ça vous donne 0e. Ça veut dire que l'un est l'inverse de l'autre, d'où moins x en fait. L'inverse donc de x, c'est bien moins 1 fois x. Donc, ça nous permet de démontrer ça. Alors peut-être que ça vous paraît, ce que je suis en train de faire, ça vous paraît complètement absurde, parce que c'est tellement évident, mais en réalité, ce sont des évidences qui ne le sont pas ici. Là, on n'est pas en train de raisonner en termes de vecteurs dans l'espace. Ça peut être des matrices, ça peut être des choses des ensembles d'applications, des choses qui sont très théoriques. Et donc, on est obligé de démontrer de cette manière-là pour que ce soit vraiment rigoureusement clair et maîtrisé. Autrement, même si ce sont des évidences, en mathématiques, même les évidences ne sont pas si évidentes que ça. Il faut tout démontrer, d'accord ? Donc c'est pour ça que même pour moins x égale à moins 1 fois x, ça n'est pas évident, parce que moins x, quand j'écris moins x, ça signifie que c'est l'opposé, l'élément inverse de x dans le groupe E+. C'est un groupe, ça n'est pas forcément un ensemble qui est d'objets qui sont des nombres. Ça peut être des formes géométriques, ça peut être des choses qu'on peut imaginer assez éloignées des opérations, on va dire, algébriques. Addition, multiplication dans les nombres. Donc c'est pour ça que ici ça signifie que l'inverse au sens de l'addition, au sens de la loi de composition interne de groupe E, c'est moins 1, c'est-à-dire le nombre moins 1 qui est composé à x dans l'espace vectoriel. Voilà les amis ce que cela signifie. Pour celles et ceux qui seraient un petit peu étonnés de me voir m'appesantir ou détailler des choses qui peuvent paraître évidentes et qui ne nécessitent
pas forcément une démonstration, mais méfiez-vous, hein, des choses qui paraissent simples, évidentes et intuitives. Alors, on va voir un autre théorème. Théorème. Alors, le théorème qu'on va voir, c'est l'espace vectoriel produit. Alors, si vous considérez E1, E2 jusqu'à En, des cas espaces vectoriels. Des cas espaces vectoriels, qu'est-ce qu'on appelle? Le produit E1 croix E2 croix jusqu'à En est un groupe commutatif pour la loi plus. Pour la loi plus, qui est la loi de chacun des groupes, la loi d'addition. Définie par quoi cette loi? Alors, définie pour tout n-uplet x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn, de E1 croix jusqu'à croix En, ça signifie en fait que c'est un produit cartésien, ça veut dire que chacun des yi, chacun des xi appartient à ei correspondant. Et cette loi plus définie par quoi? Définie par, si vous avez x1 jusqu'à xn plus y1 jusqu'à yn, et ben ça donne intuitivement x1 plus y1 plutôt point, donc un n-uplet qui est constitué des additions respectives xi plus yi jusqu'à xn plus yn. Donc ce groupe commutatif, en fait, si on le munit d'une loi externe, point, en posant pour tout lambda appartenant à K et x1 jusqu'à xn appartenant à E1 croix jusqu'à En, d'accord? Si vous faites lambda.x1 jusqu'à xn, c'est égal, on va poser que c'est lambda fois x1 jusqu'à arriver à lambda fois xn. Voilà donc l'application de cette application justement point à tout n-uplet x1 jusqu'à xn, tout vecteur de ce produit cartésien E1 jusqu'à En. Donc le triplet, vous avez le triplet E1 croix jusqu'à En, muni de la loi plus que j'ai définie, de la loi point qu'on vient de définir également, est un espace, est alors un KEV, un K espace vectoriel, un K espace vectoriel. Et donc ici, l'élément neutre de cet espace vectoriel, si vous écrivez O0 E1 je crois En, c'est tout simplement 0 E1 jusqu'à 0 En en fait. C'est le n-uplet des éléments neutres de chacun, constitué d'éléments neutres de chacun de ces espaces vectoriels respectifs EI. Voilà les amis, donc ici pour ce théorème. Alors, la démonstration est assez simple, donc en réalité, il n'y a rien à démontrer, hein, quasiment. Si vous prenez de n-uplet x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn qui appartiennent à E1, croix E2 jusqu'à croix En, si vous faites x1, x2 jusqu'à xn égale 1 fois x1, 1 fois x2 jusqu'à 1 fois xn, vous pouvez 1 fois ce n-uplet, ça fait justement, vous pouvez faire rentrer 1 à chacun des éléments, donc ça vous fait x1 jusqu'à xn. Et vous prenez n'importe quel lambda, si vous faites lambda fois, entre parenthèses, 2 n-uplet x1 que vous additionnez,
x1 jusqu'à xn plus y1 jusqu'à yn, vous pouvez tout simplement additionner les deux, puis ensuite répercuter le lambda en l'introduisant, quoi. Donc il n'y a vraiment rien à démontrer ici. C'est assez simple d'ailleurs, je vous laisse le faire peut-être, la démonstration de ce théorème, et me dire si vous avez réussi. Alors les amis, ensuite on va voir ce qu'on appelle les espaces vectoriels d'application. C'est quoi les espaces vectoriels d'application? Théorème. Espace vectoriel d'application. Donc, on va considérer X un ensemble, soit X un ensemble non vide, et E un K espace vectoriel et E un K espace vectoriel. L'ensemble EX, c'est-à-dire des applications de X dans E, est un groupe commutatif par la loi plus, défini pour les applications F et G appartenant à EX, c'est-à-dire des applications de X dans E, par donc cette loi plus, qui est définie, qui est la loi en fait d'addition dans l'ensemble des applications, quel que soit X appartenant à l'ensemble X, si vous calculez F plus G et vous appliquez ça à X, ça vous fait F de X plus G de X. Alors, on le munit, ce groupe, on le munit d'une loi externe, point, en posant pour F appartenant à E exposant X et lambda appartenant à K, un scalaire de K, si l'on pose quel que soit X appartenant à X, si vous faites lambda fois F et vous appliquez ça à X, ça vous donne lambda fois F de X. Voilà, fois F de X. Ici, voilà, donc ça c'est la loi externe et la loi interne c'est la loi d'addition. Donc vous avez le triplet EX plus point est un espace, un K espace vectoriel, ici 0E, et l'élément neutre, ou 0EX en fait, c'est l'application, hop, 0EX, l'élément neutre pour l'addition 0EX, et l'application nulle, c'est l'application nulle. Donc c'est quoi l'application nulle? C'est l'application qui à chaque X fait correspondre 0E de X dans E. Voilà, donc vous avez l'ensemble des applications d'une partie X, d'un ensemble non vide X vers un espace vectoriel E, un K espace vectoriel E, qui est également un espace vectoriel si on le munit de la loi d'addition et de la loi externe point que nous venons de définir. La démonstration est assez simple en réalité, puisque c'est assez simple en fait, le produit, la somme dans l'ensemble des applications, ce sont des lois qui vérifient les conditions d'un espace vectoriel. Donc je vous laisse démontrer ce théorème qui est assez simple en réalité, il se fait en 2-3 lignes. Ok. Ensuite, on va voir les combinaisons linéaires. Alors, les combinaisons linéaires, qu'est-ce qu'on appelle combinaison linéaire? Combinaison linéaire. Alors, on va commencer par une définition.
on va considérer E, un K espace vectoriel, E un K espace vectoriel, et on considère x1, x2 jusqu'à xn des vecteurs de E. On l'appelle combinaison linéaire. On appelle combinaison linéaire de des vecteurs x1 jusqu'à xn, tout vecteur de E de la forme. De quelle forme? De la forme sigma lambda k xk, k allant de 1 jusqu'à n, qui est en fait lambda 1 x1 plus jusqu'à arriver à lambda n xn. Donc pour certains lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n qui sont des scalaires. Ça c'est la définition de ce qu'on appelle une combinaison linéaire. En gros, si vous multipliez, vous additionnez des termes où vous avez des multiplications, des produits de scalaires fois des vecteurs. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire. On va voir un exemple. Exemple de combinaison linéaire. Si vous prenez par exemple dans R2, 2, 7, le vecteur de 7, et combinaison linéaire, si vous prenez le couple, c'est un vecteur. Un vecteur, on peut l'identifier ici par exemple dans le plan à deux coordonnées, quoi, son abscisse et son ordonnée, de 7, est une combinaison linéaire des deux vecteurs 5, moins 2 et 1, moins 3. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'écrire, le vecteur 2, 7, sous la forme 5, moins 2, moins 3 fois le vecteur 1, moins 3. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous faites une opération entre vecteurs, entre couples, en fait, ou n-uplés, eh ben, il suffit de faire ici 5 moins 3 fois 1, ça fait 5 moins 3, et moins 2, moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Ça nous fait effectivement 5 moins 3, ça fait 2, et moins 2 plus 9, ça fait 7. D'accord? Donc on a une combinaison linéaire. Les coefficients, si vous voulez, lambda i, lambda ça va être 1 ici, c'est le coefficient par lequel on multiplie, et ici c'est moins 3, d'accord? C'est comme si vous aviez lambda 1 égale 1, lambda 2 égale à moins 3. Et le vecteur x1 c'est celui-ci, le vecteur x2 c'est celui-là. Donc ici la notion de vecteur, dans R2 c'est un couple d'éléments, puisque souvenez-vous, ça fait le lien avec le plan. R2 c'est comme un plan en fait, vous avez l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, donc 2 fois R, et donc on a des abscisses et des coordonnées, des ordonnées. Voilà, donc juste pour que vous ayez une idée de ce que signifie une combinaison linéaire, c'est simplement une somme de produits de scalaire fois vecteur. Alors, ensuite, on va voir une définition d'un terme qui peut revenir dans certains exercices. Alors, on dit qu'une famille d'éléments de K, donc de scalaires, d'éléments de K, indexés par I, est presque nul. On dit qu'une famille d'éléments de scalaires de K est presque nulle. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une famille est presque nulle? Si tous les éléments de cette famille sont nuls, sauf
un nombre fini d'entre eux. Sauf un nombre fini d'entre eux. Alors, par exemple, si vous avez une famille d'éléments, lambda 1, lambda 2, lambda 3, jusqu'à lambda n, ou qui peut être fini ou infini, elle est presque nulle s'il existe un élément fini, un nombre fini d'éléments qui sont nuls. Enfin, qui sont non nuls, d'accord? S'il est complètement nul, sauf un nombre fini d'éléments. Donc, alors, évidemment, ici, la notion de presque nul n'a pas d'intérêt si la famille est finie. Hein. Si la famille est finie, ça n'a aucun intérêt. On va l'utiliser surtout quand la famille est infinie, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble infini d'éléments. S'ils sont tous nuls, sauf une toute petite partie finie, eh ben on va dire qu'elle est presque nulle. Alors, définition suivante. Ce sont des définitions qui vont nous servir par la suite. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas d'intérêt à ces définitions, mais par la suite, on va les utiliser. On va utiliser les termes qu'on emploie. Ici, soit E, un espace vectoriel, soit un espace vectoriel, et soit xi, i appartenant à une partie de n, une famille de vecteurs. Une famille de vecteurs. De E. Alors, on l'appelle combinaison linéaire. On appelle combinaison linéaire de xi, de la famille xi appartenant à i, tout vecteur de E de la forme, combinaison linéaire, c'est tout vecteur de E de la forme sigma i appartenant à i de lambda i xi, où les lambda i appartenant à i est une famille de scalaires, ou une famille presque nulle, plutôt une famille presque nulle d'éléments de K. D'accord? C'est une famille presque nulle d'éléments de K. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut écrire X, tout vecteur qui est combinaison linéaire, pour dire qu'un vecteur est une combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn, enfin de xi appartenant à i, que l'ensemble, que la partie i soit nulle ou pas, soit finie pardon ou pas, sigma lambda i xi, c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Voilà les amis pour ces notions qui vont nous être utiles dans la suite, notamment quand on va parler par exemple de dimension, quand on va parler de famille libre, de famille liée. Et donc la connaissance de ce qu'on appelle une combinaison linéaire est essentielle dans la compréhension de la structure d'espaces vectoriels qu'on va voir par la suite. Alors, on va finir par parler de sous-espaces vectoriels. Qu'est-ce qu'on appelle un sous-espace vectoriel? Donc, sous-espace vectoriel, 1, 3, sous-espace vectoriel. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel? Alors, définition. Soit E un K espace vectoriel, soit E un K espace vectoriel, et F une partie de E, stable par addition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez deux éléments de cette partie F, vous les additionnez, vous trouvez un élément qui est également dans la partie F. Donc une partie stable de E, partie de E stable par addition, et multiplication par un scalaire. Et par multiplication, par un scalaire. Ça veut dire que si vous multipliez
l'élément par un scalaire, vous trouvez un élément qui est toujours dans F. On dit que F est un sous-espace vectoriel. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si F est un K-espace vectoriel est à son tour un K-espace vectoriel pour les lois de E. Évidemment. Donc si c'est une partie stable par addition et par multiplication par scalaire, et si en plus c'est un K-espace vectoriel pour les lois de E, on dit que c'est un sous-espace vectoriel. Ça c'est la définition globale. Maintenant, on va voir un théorème qui va être le plus utile dans les exercices en réalité, et qui est une caractérisation des sous-espaces vectoriels. Théorème. Donc, si vous considérez E un K-espace vectoriel et F une partie de E. Les assertions suivantes sont équivalentes. Alors, la première assertion ici, c'est de dire que F est un SEV, est un sous-espace vectoriel de E. Et la deuxième chose, donc, qui va désormais vous falloir justifier pour démontrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel, il suffit de démontrer que l'élément neutre pour l'addition de l'espace vectoriel E appartient à F. Et la deuxième condition, c'est que F est stable par combinaison linéaire. Qu'est-ce que ça signifie, la stabilité de F par combinaison linéaire? Eh bien, très simple. Ça signifie que quel que soit x, y appartenant à F, quel que soit lambda appartenant à K, enfin, voilà. Donc, il vous suffit de démontrer que lambda x plus y appartient à F. Si vous démontrez ça, vous avez tout simplement démontré que F est un sous-espace vectoriel de F. Alors, comment est-ce qu'on peut le démontrer, ça? Démonstration. Démonstration. Comment arriver à démontrer ce que je viens de dénoncer? Déjà, le théorème nous dit qu'il y a une équivalence entre le fait que F soit un sous-espace vectoriel de E et la deuxième condition. Donc pour démontrer que 1 implique 2. Alors, si F est un sous-espace vectoriel de E, qu'est-ce que cela signifie? Donc, 0E égale à 0F. D'accord? Un sous-espace vectoriel, ça signifie quoi? Ça signifie que l'espace vectoriel, que F est une partie qui est stable par addition et par multiplication par un scalaire, et de plus, c'est un espace vectoriel selon les lois de E. Puisque c'est un espace vectoriel, un K-espace vectoriel selon les lois de E, ça signifie que l'élément neutre de E est également l'élément neutre de F. Donc voilà, donc déjà on a 0E qui est 0F appartient à F. De plus, pour tout x, y appartenant à E et lambda appartenant à K, vous avez évidemment lambda x appartient à... Alors, lambda x et y appartient
appartiennent à f, donc si vous prenez, pardon, x, y appartenant à f, ici, donc et lambda appartenant à k, lambda x appartient à f aussi. Pourquoi? Parce que comme c'est un sous-espace vectoriel, c'est un espace vectoriel selon un k-espace vectoriel selon les lois de E. Donc la multiplication lambda fois x fait que f contienne lambda fois x, appartiennent à f. Donc lambda x appartient à f et y appartient à f, évidemment. Voilà. Car f est stable par la multiplication par un scalaire, n'est-ce pas? Car f est stable par la multiplication ou par multiplication par un scalaire. Enfin, lambda x plus y appartient à f, évidemment, parce que f est stable par addition. Donc, aucune difficulté ici à démontrer que si f est un sous-espace vectoriel de E, eh bien l'élément neutre de E appartient à f. C'est simple en réalité parce que comme f est un sous-espace vectoriel, c'est un k-espace vectoriel, donc il a un élément neutre. Comme il est un espace vectoriel au titre des lois de E, eh bien l'élément neutre dans E, c'est le même que l'élément neutre dans F. Et deuxième chose, c'est que comme il est un espace vectoriel selon les lois de E, il est stable par addition et par multiplication par le scalaire. Donc si vous prenez xy appartenant à F, lambda.x appartient à F et y appartient à F évidemment. Comme c'est stable par addition, si vous additionnez les deux, ça appartient également à F. Donc en réalité, il n'y a pas de difficulté à démontrer l'implication directe 1 implique 2. Maintenant, 2 implique 1, comment on le démontre? Alors, l'assertion 2, qu'est-ce qu'elle peut nous impliquer? Donc, l'assertion 2 ici, c'est simplement, ça veut dire que f est stable par combinaison linéaire. Alors, f, si l'assertion 2 est vraie, cela signifie que f est stable par différence, n'est-ce pas? Parce que l'assertion 2, c'est lambda x moins y, donc en l'occurrence, si vous faites x moins y, quel que soit xy, ça reste dans f, donc c'est stable par différence. Donc évidemment, ici, pour lambda égale à moins 1, parce que si vous remplacez lambda par moins 1, vous faites y moins x, c'est stable pour tout xy de f, donc f reste stable par différence. Donc, c'est un sous-groupe, d'où f est un sous-groupe additif de E. Donc c'est un sous-groupe additif de E. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une sous-partie de E, f, qui est stable, contient l'élément neutre, d'une part, de E, et qui est stable par inversion, par différence. Donc c'est un sous-groupe additif de E. Donc évidemment, les amis, les espaces vectoriels, vous ne les voyez normalement que si vous avez déjà vu les structures algébriques, les groupes, etc., les magmas. J'ai publié beaucoup de vidéos. Si vous avez des difficultés à comprendre ce que j'écris, ce que j'énonce en termes de groupe, etc., n'hésitez pas à revenir sur ces vidéos-là. Voilà, donc les autres axiomes de la définition des espaces vectoriels ne requièrent aucune vérification particulière, car une relation vraie sur E tout entier est aussi sur E. Donc, c'est un sous-groupe additif, évidemment, et donc, comme c'est un sous-groupe additif de E, c'est la seule chose qu'on doit vérifier. Les autres conditions pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel, c'est comme on a vu dans la définition. Donc, la stabilité par addition, on l'a, et puis la stabilité par multiplication par un scalaire, on l'a également. Donc voilà, donc les autres conditions sont les conditions
de stabilité par addition et multiplication par un scalaire sont vérifiés. D'où f est un SEV sur 2E, un sous-espace vectoriel de E. Aucune difficulté ici, les amis, à démontrer cette équivalence. Donc désormais, si on vous demande de démontrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel, il suffit de démontrer que l'élément neutre appartient à cette partie-là et que cette partie est stable par toute combinaison linéaire. Alors, il reste deux points que je dois souligner. Le premier point, c'est la définition suivante sur les espaces vectoriels qui sont Kn de x, c'est-à-dire les espaces vectoriels de polynômes. Donc, définition. Alors, pour tout n appartenant à n, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, d'accord? Notez qu'on va noter Kn de x, Kn de x est un sous-espace vectoriel de R de x, de K de x, pardon. Kn de x, c'est un sous-espace vectoriel, c'est un ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors, comment le démontrer? Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser sans justifier dans les exercices. Donc, c'est une définition de théorème qu'on peut démontrer assez facilement. Démonstration. Alors, comment le démontrer? Alors, d'abord, pour commencer, Kn de x est inclus dans K de x, c'est-à-dire les polynômes de degré inférieur ou égal à n est inclus, cet ensemble est inclus dans les polynômes, dans l'ensemble des polynômes. Ensuite, on a 0 appartenant à Kn de x, l'élément neutre, le 0 des polynômes, il est également inclus dans Kn de x, puisqu'il est de degré inférieur ou égal à n, car si vous faites degré de 0, c'est quoi? C'est moins l'infini, en fait, quand un degré nul, un polynôme nul a un degré moins l'infini, inférieur donc à n. Et puis ensuite, on peut montrer que le Kn de x est stable par combinaison linéaire, donc on considère deux polynômes p et q appartenant à Kn de x, et lambda, un scalaire qui appartient à K. Nous savons que le degré de lambda p plus q, si vous faites une combinaison linéaire de ces polynômes, lambda fois p, q, est inférieur. Alors ce degré-là, c'est très intéressant, le degré de ce polynôme, degré de lambda p plus q, est inférieur au maximum, au max, de degré p et degré q, qui de toute façon est inférieur ou égal à n, puisque et p et q appartiennent à Kn de x. Donc, d'où vous avez lambda p plus q appartient à Rn de x, puisque le degré de lambda p plus q est au maximum égal à n, ou inférieur ou égal à n. Donc voilà, donc Rn de x est un sous-espace vectoriel de R de x. C'est quelque chose qu'on va utiliser assez souvent, notamment dans les exercices qui vont concerner des sous-espaces vectoriels de Rx.
Et puis on va finir par un théorème très intéressant sur les intersections de sous-espaces vectoriels. Théorème intersection des espaces vectoriels. Donc si vous considérez E un K espace vectoriel, que E un K espace vectoriel, toute intersection de sous-espaces vectoriels, de SEV, de sous-espaces vectoriels de E, est un sous-espace à son tour, est un SEV, un sous-espace vectoriel de E. Toute intersection de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E. Comment le démontrer? Démonstration, facile. Alors, si vous considérez une famille FI, I appartenant à I, indexée sur I, une famille de sous-espaces vectoriels, une famille de SEV de E, une famille de SEV de E. Alors, nous voulons montrer que l'intersection que F, qui est l'intersection de ces sous-espaces vectoriels, est un sous-espace vectoriel. On pose grand F, l'intersection des FI, des parties FI, I appartenant à I, de FI. Voilà, l'intersection de ces sous-espaces vectoriels. Donc, d'abord, il faut démontrer. Donc, d'abord, la première chose à voir, c'est que F est inclus dans E, d'accord? Parce que comme chacun des espaces vectoriels, chacune des sous-parties FI est une sous-partie justement de E, leur intersection est dans E. Ensuite, on a 0E appartient à FI, quel que soit I appartenant à I. Donc, 0E, l'élément neutre en termes d'addition dans l'ensemble E, appartient à l'intersection des FI, d'accord? I allant de I, puisque 0E appartient à chacun des FI. D'où 0E appartient à F en fait. Donc 0E est dans F. Ensuite, il nous suffit de démontrer que cette intersection est stable par combinaison linéaire. Donc, soit on considère deux éléments x, y appartenant à F, à cette partie F, et lambda, un scalaire qui appartient à K. Vous avez, quel que soit I appartenant à I, lambda x plus y appartient à Fi. Pourquoi? Parce que c'est un sous-espace vectoriel, n'est-ce pas? Parce que si x et y appartiennent à F, ça veut dire que x et y appartiennent à toutes les parties Fi, puisque F c'est l'intersection. Donc, comme chacun des Fi, car chacun des Fi est un SEV, donc ça veut dire que chacun des Fi est stable par combinaison linéaire. D'où, puisque lambda x plus y appartient à chacun des Fi, alors lambda x plus y appartient à l'intersection de ces Fi y appartenant à I. D'où ce qui signifie lambda x plus y appartient à F. Donc, F est stable par combinaison linéaire. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut déduire? Par conséquent, F, enfin l'intersection de ces espaces vectoriels, Fi et allant de I, est un SEV de E. Voilà les amis pour cette notion de sous-espace vectoriel et d'espace vectoriel. Alors, il nous reste beaucoup de choses à voir qu'on va peut-être essayer de traiter dans d'autres vidéos, notamment les sous-espaces affines, c'est quelque chose d'important qui va faire le lien avec la géométrie, les sous-espaces vectoriels générés par une partie, on va voir également les familles de vecteurs, les familles libres, les familles liées, on va parler de dimensions aussi, de sous-espaces vectoriels avec une dimension finie, on va parler des bases,
On va parler aussi d'espace vectoriel de dimension finie, comme je le disais, de somme directe, etc. Donc il y a pas mal de notions sur lesquelles je vais revenir dans les prochaines vidéos. Donc voilà les amis, pour cette notion d'espace vectoriel, de définition d'espace vectoriel, de caractérisation d'un espace vectoriel, de sous-espace vectoriel également. On a vu énormément de choses aujourd'hui dans cette vidéo détaillée qui revient sur les définitions et les propriétés, les théorèmes du cours. Une première vidéo qui va être suivie d'autres vidéos qui vont être très intéressantes également et qui vont revenir sur l'essentiel de ce chapitre intéressant sur les espaces vectoriels. Et puis ensuite, je parlerai également d'applications linéaires. Évidemment, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous l'avez regardée sans être abonné, je vous invite à vous abonner tout de suite, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.